Konstantinopol bir gün mutlaka fetholunacaktır. Ne güzel askerdir o asker. Ne büyük kumandandır o Constantinople tombe aux mains des Turcs. Ceci symbolise le début des temps modernes. La chute de Constantinople devient inévitable lorsque des envahisseurs venus nazis, les Turcs ottomanes, s'installent à proximité de Constantinople. De plus, au milieu du XVe siècle, Constantinople ne dispose pour sa défense que de 7000 soldats grecs et d'un détachement d'environ 700 Génois. Alors, Constantin XI se fit aux puissantes fortifications héritées du passé pour résister aux Turcs en attendant les renforts. Devant ce triple cercle de murailles, le sultan Mehmed fait appel à toutes les ressources d'artillerie. Il dispose de 25 à 50 grosses bombardes et de plusieurs centaines de petites bombardes qui vont projeter sans trêve des pierres et des boulets sur les murailles pendant plusieurs semaines d'affilée. L'immense flotte du sultan complète le siège de la ville. Arrive l'aube fatale où des dizaines de milliers d'hommes ivres d'impatience entrent dans la ville. Dans la basilique Sainte-Sophie, l'empereur grec meurt héroïquement, les armes à la main, au milieu de ses derniers soldats. Dès la mi-journée, le sultan peut faire son entrée dans la ville. Les combats ont fait 4000 morts. Par contre, les désastres s'ensuivent. Selon la tradition de l'époque, les vainqueurs s'offrent le droit de piller la ville, de violer et de tuer pendant les 3 jours qui suivent sa chute. C'était un spectacle navrant et terrible. Après cet événement, le sultan Mehmed songe à faire de Constantinople sa propre capitale et veut lui conserver sa grandeur. Il veille donc à ce que les pillages ne s'éternisent pas. Il fait venir des immigrants de tout l'Empire pour rendre à la cité sa splendeur antique. Il peut enfin déplacer sa capitale de la ville voisine d'Andrinople à Constantinople et profiter de sa conquête. Bien sûr, avec la chute de Byzance, une page a définitivement été tournée dans l'histoire du monde. Au début, Christophe Colomb était certain qu'il venait de débarquer aux Indes. En fait, les 3 navires qui faisaient partie de cette expédition, dont la Pinta, la Niña ainsi que la Santa Maria, étaient arrivés sur une île des Bahamas appelée Guanahani. Christophe Colomb la baptisa San Salvador. Le 28 octobre, soit 16 jours plus tard, l'équipage se rendit à Cuba. En novembre, ils atteignirent l'île d'Hispaniola, ce qui terminera le premier voyage. Lors du deuxième voyage, qui eut lieu à la fin de 1493, Christophe Colomb et son équipage reprirent leur chemin à bord de la Pinta et la Niña. Le voyage sera plus compliqué étant donné les tempêtes et le manque de vivres à bord. Cela ne les empêchera pas de découvrir la Désirée Dada, Maria Galanda, puis la Dominique. Ensuite, ils débarquèrent à Santa Maria de Guadalupe, de Estremadura, Saint-Martin, Montserrat ainsi que Saint-Barthélemy. En avril 1494, il arriva à Porto Rico, ensuite à la Jamaïque. Lors du troisième voyage en 1498, Sanlúcar de Barrameda avec 6 caravelles font leur départ. L'équipage de Christophe Colomb ainsi que lui-même pose pied au niveau du Venezuela actuel. Il visite Saint-Vincent, Grenade, Trinité et Margarita. Finalement, durant le 4e voyage de Christophe Colomb qui aura lieu en 1502, il navigue sur la côte de l'Amérique centrale et du Honduras. Dans la tête de Colomb, l'Honduras et l'Indochine.
Il retourne à Cuba au début de 1503, puis s'échoue à la Jamaïque un an plus tard. Secouru enfin par le gouverneur d'Hispaniola Ovando, il rentre avec son équipage en Espagne le 7 novembre 1504. Dès le 16e siècle, Luther, un moine allemand, crée un mouvement qui rectifie les pratiques et l'abus de l'Église. Peu de temps après qu'il a affiché 95 thèses contre les indulgences, le refus du dogmatisme et de l'autorité du pape, des tensions sont créées. Les chrétiens sont donc divisés en deux parties, les catholiques et les protestants. Les catholiques sont majoritairement des habitants de la France et ils restent fidèles au pape, tandis que les protestants, aussi appelés les réformés, refusent l'autorité du pape. Ils remplacent même la messe par une cérémonie dirigée par un pasteur. Les deux parties veulent le contrôle de la monarchie. En 1562, c'est le commencement des 8 conflits sanglants qui durent 36 ans. Pendant ceux-ci, le jour le plus noir est le jour de Barthélemy. C'est le mois d'août, en 1572, pendant les festivités, après un mariage, que l'amiral Gaspard de Coligny est victime d'assassinat. Les protestants réclamaient la vengeance. Le roi, tellement furieux, décide d'exécuter les chefs huguenots. Sans aucune discrimination, il tue tous les protestants. En 1698, l'édictement permet la pratique de la religion protestante à travers le pays, ce que Henri IV, qui s'est converti au catholicisme, signe. Il permet la liberté de culte et concède l'égalité entre les protestants et catholiques. Malgré cette entente, les conflits résument peu après 1598 et il faudra attendre à 1787 pour qu'ils cessent complètement pour assurer l'égalité entre les religions. Le siècle des Lumières est une période de l'histoire de la culture européenne marquée par le rationalisme philosophique et l'exaltation des sciences, ainsi que par la critique de l'ordre social et de la hiérarchie religieuse, les principaux éléments de l'idéologie politique qui fut au fondement de la Révolution française. En 1688, on assiste à la Révolution anglaise. Elle oppose les partisans catholiques aux orangistes. À ce moment, c'est le roi Jacques II, catholique, qui est au pouvoir. C'est la naissance de son fils d'un second mariage avec une catholique qui poussa les opposants du roi à agir. Le 11 novembre, Guillaume d'Orange et Marie, la fille du roi, partent de Helvoetius avec 14 000 soldats venant des Pays-Bas, 7 000 soldats hollandais, 53 navires écossais et 400 navires de transport. Pris de panique, le roi s'exile vers la France. Sa fille, Marie, et son époux, Guillaume d'Orange, tous deux protestants, prennent le trône et instaurent une monarchie constitutionnelle et parlementaire. Du côté des Amériques, en 1763, on signe le traité de Paris, qui met fin à la guerre de 7 ans. La France cède le Canada à la Grande-Bretagne. Elle ne conserve que les minuscules îles de Saint-Pierre et Miquelon, au sud de Terre-Neuve. La Nouvelle-France était occupée par des militaires depuis 3 ans, le temps d'une entente, c'est-à-dire de 1760 à 1763. Cette entente fut conclue à Paris. En 1776, on assiste à la déclaration de l'indépendance des États-Unis. C'est un texte politique par lequel les 13 colonies britanniques d'Amérique du Nord ont fait cession du Royaume-Uni le 4 juillet 1776. Après une série de crises entre la métropole et les colonies, principalement sur les questions de taxation des produits, le texte proclame la naissance d'une nouvelle nation et représente un acte révolutionnaire. C'est une conséquence directe de la guerre de 7 ans et de l'Acte de Québec de 1774 qui donne extrêmement de territoire aux colons français. On assiste aussi à la naissance du mouvement « No Taxation Without Representation ». Dû aux dynasties changeantes et de nombreux grands rois différents, on assiste à plusieurs grandes modifications territoriales pendant l'époque moderne. Ces changements ont été causés par des raisons militaires, matrimoniales, successorales ou diplomatiques. On pense ainsi au massacre de la Saint-Barthélemy et à la famille de Médicis. À travers l'époque moderne, plusieurs dynasties telles que celles françaises et espagnoles menèrent à plusieurs changements de frontières et à l'augmentation des pouvoirs des rois. Ceux-ci se divisaient en 3 parties. Éliminer le plus de contre-pouvoirs possible,
tous les ennemis potentiels économiques ou politiques à l'intérieur de l'État, la simplification des frontières politiques, les frontières naturelles font leur apparition au Moyen Âge, et les rois se basent sur l'Église pour posséder leur royaume. On pense alors aux royaumes allemands et anglais, qui devinrent protestants, et les royaumes français et espagnols qui s'identifièrent plus près encore au catholicisme. Les rois, pour mieux contrôler leur région, soumettaient leurs sujets à une seule religion. La création du gallicanisme s'ensuit et Henri VIII créa l'anglicanisme pour englober les religions de son pays et plusieurs conflits éclatèrent comme en Espagne, où les Juifs et les musulmans se sont fait expulser dû à leur religion. De nombreux rois se suivirent pour changer les systèmes, pour évoluer ou réévoluer, et seulement en France, la dynastie de rois commence dès le début du Moyen Âge. À l'époque moderne, plusieurs rois valois y sont présents, dont Louis XII, Henri II, François II, Charles IX, Henri III. Il y a ensuite les Bourbons, Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. La Révolution française est inspirée de la Révolution américaine de 1776. Cette situation durera 10 ans, soit de 1789 à 1799. Cette révolution est principalement causée par l'incapacité du roi Louis XVI à se moderniser à la fin du XVIIIe siècle. À ce moment, la France était gouvernée par Louis XVI et il avait de la difficulté à gérer les choses. Le phénomène qui explique cette difficulté est que la France était plongée dans une crise économique, une crise politique et une crise financière à l'époque. Tout commence en 1789 quand les États généraux se déclarent Assemblée nationale car ils en ont assez du roi et décident donc de prendre le pouvoir par eux-mêmes. Ils ne voient plus autre solution. Peu après, l'Assemblée nationale érige une loi, le serment de la pompe. Cette loi a été mise en place pour être certain que les révolutionnaires ne se séparent pas avant d'avoir eu une nouvelle constitution. Ensuite, les États généraux prennent la Bastille. C'est là que les révolutionnaires passent à l'acte. Voyant que la révolution prenait de l'ampleur, Louis XVI décida de concentrer ses troupes vers la capitale. Cela ne changea pas grand-chose. Sous l'impulsion du dirigeant de la révolution, le peuple se rassembla et l'anarchie commença à s'installer dans la capitale. Suite à la prise de la Bastille, la monarchie absolue était désormais finie. Un peu après, les États généraux adopta la Déclaration des droits de l'homme. Cette déclaration est maintenant devenue le modèle de la plupart des constitutions modernes. Elle établit les droits fondamentaux de l'être humain, soit le droit à la liberté, à la sécurité et à l'égalité de tous devant la loi. Ensuite, il y a une grande instabilité politique. C'est à ce moment qu'il y a la création de la monarchie constitutionnelle. L'Assemblée siège désormais aux Tuileries. Depuis la question du droit de veto du roi, elle est divisée ainsi. À droite, les partisans du veto et à gauche, les opposants. Ce fut la première constitution depuis le début de la Révolution. Ensuite, le roi était toujours en liberté et en vie. Il prit la fuite car sa situation se compliquait de plus en plus en France, donc il demanda recours aux monarchies européennes mais sans succès. Ensuite, pendant l'absence du roi, la monarchie se renversa encore. Les gens voulaient obtenir une république, ce qu'ils ont eu en 1792. Ce fut la naissance de la Convention suite à cela. Ensuite, un des buts de la Convention était de mettre un terme à la monarchie, donc ils voulaient le roi mort. Donc, Louis XVI fut capturé et puis on a procédé à son procès. Il fut guillotiné le 21 janvier 1793.